Bonsoir. Il aura réussi à maintenir le suspense jusqu'à la veille de l'indépendance, le jeudi 6 août. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a officiellement annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle, suscitant de nombreuses réactions. La crise du logement est toujours d'actualité dans notre pays. Malgré les textes en vigueur, l'entente demeure toujours difficile entre propriétaires, démarcheurs et locataires. 3 000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire sur un besoin annuel de 40 000. Quelle solution pour loger les Ivoiriens? Comment résoudre la sempiternelle crise du logement en Côte d'Ivoire? Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, est notre invité du Talk. Analyse, débat et décryptage. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien à vous. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est un cri de supporter d'Africa Sport? Non, c'est juste un oyez, oyez. Vous confirmez tout ça sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, on est très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine que nous vous souhaitons fructueuse et riche à tous égards, comme on dit. On est très très heureux d'être en votre compagnie. La The Team, elle est en place, elle est gonflée à bloc, elle est on the place to be, comme on dit. Ben, j'en veux pour preuve la force du sourire de Rihanna Assi. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Bonsoir à tous. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai autre chose pour vous, monsieur Kouachi, rassurez-vous. La finesse de Sophie Aïda. Bonsoir, Brice. Le tact de Serge Kouachi. Vous l'avez pas écrit, ça. Si, c'est marqué là. Et la classe d'Edith Brou en second. Bonsoir. Bonsoir. La team a passé un bon week-end? Un très bon week-end. Très bon, long? Très bon week-end. Long, bon, reposant. Long et court. Assez court pour moi, oui. D'accord. Voici le Live Actu. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer notre Live Actu par le sport et certainement de nouveaux rebondissements dans la Casa de la FIF. Oui, le nouveau feuilleton du Live Talk, on ne s'en passe plus. Alors le 1er août dernier marquait la clôture des dépôts de candidature pour l'élection à la FIF et on a enregistré 4 dossiers, notamment les dossiers de Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba et puis Kouadio Kofi Paul. Eh bien, la commission... Non, j'insiste, La commission électorale avait prévu 5 jours pour délibérer et pour annoncer quel dossier, quelle candidature serait validée. Eh bien, vendredi dernier étant férié, c'est aujourd'hui qu'on attendait cette décision. Mais rien, aucune annonce officielle n'a été faite sur les réseaux sociaux de la CEI, de la commission électorale et aussi les réseaux sociaux de la FIF notamment. Mais depuis ce matin, le bruit de la validation de la candidature de Didier Drogba court partout, notamment à cause d'un post qui a été fait par l'ancien gardien Kopa Barry. Et dans ce post, il affirmait avoir reçu un message de Didier Drogba lui-même qui disait « Bonjour bro, on est officiellement validé pour la candidature à la FIF ». Eh bien, il a continué ses propos en remerciant tout le monde pour le soutien massif qu'il y a eu derrière le candidat Didier Drogba. Alors, il faut rappeler qu'aucune annonce n'a été faite, mais c'est le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Didier Drogba, candidature validée. Mais nous, on attend toujours la validation et officiel, exactement. On a l'impression d'avoir affaire à une sorte de... Lorsque les partis politiques, juste avant l'annonce des résultats, commencent dès l'entame à annoncer la victoire de leur parti, de leur président. Et puis l'information commençait aussi à se faire crédibiliser, d'autant plus que France Football avait publié sur son site internet tout un article qui expliquait que Didier Drogba avait vu sa candidature être validée. Donc, Alors, moi, c'est à prendre vraiment avec des pincettes et moi, je ne suis pas le genre à encourager ce genre de pratique, on va dire. On a Didier Drogba, le candidat Didier Drogba, une cellule de communication. Si jamais il est au courant de quoi que ce soit et que c'est officiel, c'est par cette cellule de communication que ça va être annoncé, mais je pense que ce n'est même pas son travail ni son rôle, c'est plus aujourd'hui à la FIF d'instruire tout le monde sur ça. J'en veux un peu peut-être aux proches. Même lui, justement, j'en veux aux proches parce que moi je suis Didier Drogba, je t'envoie un message et qui dit bonjour bro,
qui veut dire brother, ça veut dire que tu es mon frère, donc je peux te mettre dans une certaine confidence. Tu ne vas pas le mettre sur les réseaux sociaux si je ne t'ai pas envoyé. Alors donc dans ce cas, si je t'ai envoyé, c'est que c'est de l'intox, c'est vraiment voulu du candidat, ce que je ne cautionnerai pas. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, c'est une adresse. C'est pour Paris qui est un peu pour tout. Voilà. Voilà. Sinon, c'est une stratégie. Hein. Sinon, c'est une stratégie. Je dis ça, je dis rien. Et pour faire le buzz, oui, mais bon, après, les résultats ne sont pas dans le buzz. Est-ce que ça va influencer forcément la décision de la FIF? Pas du tout, notamment, je pense quand même que la décision est déjà prise. On attend juste l'annonce. Oui, c'est en tout cas le mauvais effet de faire dire à certaines personnes, déjà sur les réseaux sociaux, oui, ça y est, c'est bon. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de créer de l'émotion, susciter une vague populaire comme tout le long de cette opération, jusqu'au dépôt des candidatures avec le public et tout. En tout cas, on a eu beaucoup d'émotions autour du candidat Didier Drogba, donc je crois qu'on est un peu dans une suite logique. On attend les résultats. On attend les résultats. Effectivement. Bon, vous l'avez dit, hein, c'était jeudi. Que c'est résultat de validation. Vendredi étant férié, donc on les espérait pour aujourd'hui, lundi, ouais. Voilà, d'accord, ok. Bon, retour à la politique si vous le voulez bien, et cette fois ce sont des réactions aussi diverses que variées. Après l'annonce de la candidature du président Ouattara qu'on a enregistrée, les Ivoiriens ont donné de la voix. Effectivement, juste après donc l'annonce de sa candidature, on a assisté en tout cas à une véritable liesse populaire au niveau des partisans du RHDP qui ont suivi sa déclaration, son discours en direct. Donc, sur des écrans géants un peu partout dans la ville d'Abidjan. Spécialement aménagés. Spécialement aménagés pour l'occasion. Et ils n'ont pas hésité à déclarer en tout cas leur contentement par rapport à cette décision, cette annonce de sa candidature. On a eu également aujourd'hui, ce lundi 10 août, la déclaration faite par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré, qui a indiqué que conformément à la Constitution de 2016, instaurant la Troisième République, la candidature du président Alassane Ouattara sera donc la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. On a eu également au niveau de l'opposition beaucoup de déclarations, ça ne décolère pas de leur côté. On a eu celle par exemple de Maurice Kakou-Gikawe, qui est le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, qui a dit, et je cite, « Nous prenons acte que cette candidature est anticonstitutionnelle et viole la Constitution. Le président Ouattara met les germes de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et il est contre la paix en Côte d'Ivoire. » Ce sont ses propos. On a eu également celle de Assoua Adou, secrétaire général du FPI, qui a dit, en l'occurrence, en se présentant, M. Ouattara vient de détruire la Constitution que lui-même a fait voter par les Ivoiriens. Du côté des artistes, on a eu la déclaration fracassante et inattendue de Mewe, donc l'icône de la musique ivoirienne, qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, est très bien arrangé, je trouve, monté comme si c'était préparé, très bien scénarisé. Comme un clip vidéo. Comme un clip vidéo qui nous a surpris au lendemain en déclarant en substance... Je pense même qu'il était maquillé. Ouais. Ah bon? Tu as remarqué tout ça? Il faut que je revoie la vidéo, je pense qu'il était maquillé. Non, il a le droit, c'est il a le droit, d'accord. Il garde le visage assez jeune quand même. Bien sûr. En succombant, il a dit, je cite, « En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez, en parlant du président de la République, de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyions éloigné à jamais. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. » Ce sont ses propos. En résumé, en substance. Et enfin, on a eu aussi DJ Volcano qui semblait réagir en soutien à la vidéo de Mewe. Tu veux... Non, c'est bon. Ok. Ça faisait longtemps qu'on l'avait fait. DJ Volcano. Pas de son, mais ce son-là qui est sorti. Et qui a dit rapidement, Alassane Ouattara, ce sont ses propos. Alassane Ouattara, tu as fait ce que tu pouvais faire, tu as fini. Il faut que quelqu'un d'autre vienne. Ce sont les propos de DJ Volcano. Je pense que tout le monde a essayé de porter la voix par rapport à cette annonce, en tout cas. Quelqu'un qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, c'est assez engagé. Hein, Volcano. Comme annonce. Oui. Donc, beaucoup de réactions et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore venir dans les jours à venir. Oui, c'est bon, On s'y attendait un peu. Comment? On s'y attendait un peu à toutes ces réactions.
C'est l'annonce de la déclaration de Volcano qui vous met dans ces états. Non, c'est vrai, Ça a quand même été- il y a longtemps que je n'ai pas entendu Oui, non, mais ça a Volcano. quand même été une... Musicalement, je ne l'ai pas entendu il y a Ça a quand longtemps. même été une belle gloire hein, de Voilà, la musique bien urbaine sûr, ivoirienne il y a ouais. quelques années. Bon, allez, on va être gentil, on va dire il y a 10-12 ans. Donc oui, mais il suit toujours l'actualité de son ivoirien. pays. Oui, il a le droit de s'exprimer. Voilà, il a le droit de s'exprimer. Je pense qu'il y a eu Boni du Oui, Boni du groupe RS, RAS également voilà. qui s'est exprimé. Power de RS. J'ai cru Exactement. avoir entendu une déclaration de Charles Blé Goudé. Je ne crois pas, mais c'est à vérifier. D'accord. On a eu également celle aussi de Guillaume Soro. Beaucoup de déclarations en tout cas, suite à l'annonce de la candidature. Je pense que tous les Ivoiriens, avec un moyen comme un autre, en tout cas tous les Ivoiriens se sont exprimés sur les réseaux sociaux en tout cas, et même dans les discussions de salon et tout sur cette candidature-là. De toute façon, ça, On est pour, on est contre, on est d'accord, on n'est pas Ça d'accord, a mais on a le impérativement. droit d'exprimer son point de vue. bien sûr, Exactement. c'est C'est ce que vous ça allez le dire. fondement de la De la démocratie. démocratie. Bon, à propos de ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait annoncé, on avait entendu, hein, on a tous été très attentifs à cette annonce de marche qu'il y aurait aujourd'hui. Moi, personnellement, le matin, j'ai scruté un peu l'horizon avant de C'est vrai, sortir. c'est vrai quand même. que, Ouais. Non, mais tout ce dès que ça les a premières créé, heures, oui, tout ce on que a ça a remarqué créé, c'est de qu'il y a- faire oui. venir les gens en retard au travail. Effectivement, parce que Ouais. je pense vers 11h, on a eu des embouteillages, le trafic a commencé à s'engorger parce que je pense que les gens attendaient de voir un peu ce qui allait se passer avant de que sortir de c'était la très maison. fluide le matin. C'était très, Oui, très non, fluide je ce veux matin, dire, moi ouais. je venais à la radio à 5h30, oula, c'était super bien. Mais il y avait un Bah, énorme en même temps, il y a eu dispositif. un important dispositif Oui. qui avait été mis en place. Certainement, c'était pas pour régler la circulation. Sur ces belles paroles responsables, on va tourner, on va s'orienter vers l'international. Hors de nos frontières, avec vous, Sophie Aïda. Il est malheureusement et encore question de victimes de nouvelles attaques terroristes. Et là, nous parlons du Niger, du Burkina Faso. Voilà, alors au Niger, on va commencer par le Niger. Donc 8 personnes ont été tuées dans une embuscade au Niger donc le 9 août dernier, donc dimanche. Parmi les 8 victimes, donc 6 étaient des expatriés français de l'ONG Acted. Le groupe était en fait accompagné par un guide touristique et un chauffeur local pour aller regarder les girafes dans un site touristique. Donc ils ont été attaqués par des assaillants. L'attaque était vicieuse parce qu'ils se sont cachés, camouflés dans la brousse. Et ils attendaient l'arrivée donc de ces visiteurs-là. Et puis, selon des sources d'informations révélées à l'agence France Presse, ces victimes ont été tuées par balles et une a carrément été égorgée. Donc ça a été assez violent. Il faut quand même noter que cette attaque survient un peu, on va dire quand même comme une surprise dans cette région parce que comparé aux autres pays du G5 Sahel, donc constitués de la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, le Niger a souvent, a bénéficié du soutien de la France pour pouvoir pallier à ces attaques. Et donc, il n'y a pas eu une aussi importante, on va dire, Mais surtout, oui, le mot en français. l'attaque fréquente. Fréquente. Il n'y a pas eu autant d'attaques fréquentes dans cette zone-là, et surtout que cette zone était considérée, on va dire, comme une zone zen, Safe, oui. voilà, safe, donc ouverte au public, surtout aux expatriés, Touristes. pour tout ce qui est visite touristique. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment arrivé comme une surprise et malgré donc l'impact de la France et des militaires français, voilà, c'était un choc. Et puis au Burkina, des hommes non identifiés, donc pour l'instant on ne sait pas si c'est une attaque terroriste. Au Burkina, des hommes non identifiés vendredi dernier ont attaqué un marché de bétail, le marché de bétail de Namungu, un village de la commune de Fada Ngourma, dans l'est du Burkina Faso. Cette attaque a fait 20 morts. Pour l'instant, donc, comme je disais, elle n'a pas été revendiquée par aucun groupe djihadiste. Et puis elle survient seulement 3 mois après une autre attaque qui a fait une trentaine de morts en fin mai dernier. Donc il faut savoir que le nord et l'est du pays sont les régions les plus touchées par ces attaques en général, qui a fait déjà 1100 morts et plus d'1 million de déplacés depuis 5 ans. Donc malheureusement, les forces de l'ordre burkinabés ne sont pas assez entraînées et sont un peu sous-équipées, encore une fois, pour lutter contre ces violences djihadistes, encore une fois, malgré l'aide En plus, c'est étrangère. très vicieux, vous avez dit, c'est très vicieux comme attaque. Hein. Je ne sais pas si vous avez parlé du modus operandi concernant la dernière attaque, mais en général, c'est les gens, effectivement, c'est des motos. Qui sont arrivés en moto avec des à kalachnikovs. moto, dans des et marchés, puis ont commencé ils se mettent à tirer sur tout Et le en monde. général, ils se mêlent à la population. Comme tu c'est l'as ça. dit, c'est assez vicieux, le modus operandi est à peu près le même. Ils se mêlent à la population. Ils peuvent être de façon présente, de façon dormante pendant au moins 1 an.
le temps de se mêler à la population, même d'épouser même des femmes de la région, et ensuite ils agissent. Donc c'est le véritable souci menace, en fait, dans cette région aujourd'hui, c'est qu'il y a des conflits intercommunautaires. Donc au-delà de ces attaques djihadistes, on va dire que la population Peul qui se déplace un petit peu dans ces pays-là est souvent très attaquée parce qu'on pense que c'est ces personnes-là qui se marient avec des djihadistes ou qui accueillent des djihadistes dans leur groupement et donc les laissent pouvoir poser des actes comme cela. Donc ça va un peu dans tous les sens. On l'avait dit. Et c'est dommageable. C'est dommage, comme on l'avait dit. C'est dommage notamment pour la population qui ne doit pas se sentir en sécurité. Voilà. Du coup, on ne sait pas qui est qui. Et donc, ils sont un grand obligés, mouvement de suspicion, les uns sur les autres. Beaucoup sont obligés d'utiliser les moyens personnels pour se défendre. Ouais. Et donc, au final... Il y a des groupes d'autodéfense, après, il y a des contrôles. Exactement. C'est un processus. Merci beaucoup, Sophie Aïda. Écoutez, on va s'arrêter ici pour notre tour de l'actualité du jour. On va poursuivre avec notre dossier du jour pour la suite du Live Talk. L'application des lois sur le logement demeure une pomme de discorde, on l'a dit, entre les locataires, les propriétaires et même les agents immobiliers. Quel organe ou qui doit veiller au respect de ces dispositions légales et dans quelles conditions? On en parle maintenant dans le dossier du talk. Oui Mathieu, comment tu vas? Tu n'as pas une maison à visiter matin là? Ils sont aux aguets. Leurs réseaux sont actifs au moindre appartement disponible. On les appelle communément les démarcheurs immobiliers. À Abidjan, même si la demande en location simple est grande, les démarcheurs ne sont toujours pas satisfaits de l'offre. C'est le cas de Jean Goué, qui exerce ce métier depuis plus d'une dizaine d'années. Les maisons ne ressemblent pas à leur prix. Si tu as fait la maison chère, il faut faire cautionner au moins 2 mois, 3 mois, comme ça encourage les gens à prendre. Mais non pas seulement la maison mais ne ressemble pas à son prix, et encore la caution déborde. Quand c'est comme ça, là, c'est moi, j'abandonne souvent les maisons comme ça dans la main des propriétaires. L'État de Côte d'Ivoire adoptait en 2018 une loi relative au bail à usage d'habitation et qui plafonnait à 2 mois la caution de garantie et 2 mois l'avance sur loyer. Mais depuis lors, plusieurs bailleurs en font à leur tête. Ils fixent délibérément et des fois de façon abusive les cautions et les avances sur loyer. Les maisons sont chères parce que d'abord les matériels sont chers. L'argent qu'on prend pour manger là, c'est ça qu'on prend pour construire une maison. Donc, on est obligé de demander une avance. Il y en a qui demandent même 10 mois. Il y en a qui demandent 1 an. Parce que demain, le type, il ne va pas vouloir payer. Donc, je demande une avance et puis l'argent, je prends pour pouvoir subvenir à un besoin. Face à un déficit de près de 600 000 logements en Côte d'Ivoire, les maîtres du jeu en ce moment, ce sont les propriétaires de maisons. Les locataires, eux, n'ont pas d'autre choix que de se plier à leurs exigences. La maison coûte 25 000. Le courant, tout ça, ça devient cher. Donc, je suis obligé de, tu vois que je suis obligé de payer dehors. Puisque je suis coincé, je n'ai pas l'argent pour aller pour une grande maison. Puisque ça me revenu cher. Bon, ils vont te demander une caution de 500 000, 600 000. Tu peux chercher ça pour avoir. Tu rentres dans la maison, tu n'as même plus ton fonds de commerce, tu es là. Tu es obligé de traîner comme ça. Là où on est couché, papa est dedans, maman dans le studio. Et puis la maison est chère, c'est pas chic. Mais à cause de la caution, tu es obligé de chercher un petit truc qui a resté dedans. Depuis la publication de la nouvelle loi sur le logement dans le journal officiel en novembre 2018, la période de mise en conformité qui devrait durer 6 mois est largement à son terme. Et pendant ce temps, locataires et propriétaires ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde. À la suite de ce reportage, les amis, la question qu'on se pose, c'est les Ivoiriens peinent-ils à se loger? Bien sûr, on l'a bien entendu. Enfin, il y en a qui payent leur caution et qui finalement n'ont plus de fonds de commerce, comme ce que la dame expliquait. Et c'est un peu un abus, parce qu'on sait que les gens ont besoin de se loger. Aller jusqu'à 10 mois quand même de loyer pour une caution, c'est énorme. Mais ça, c'était une époque. Hein. Ça, c'était une époque. Non, mais ça, c'était une époque. Après, il faut faire la différence entre, par exemple, quelqu'un qui veut avoir un magasin pour faire du commerce et quelqu'un qui veut rentrer dans une maison. Je veux dire, ça fait un moment, en tout cas, que moi, j'entends plus parler de caution de 10 mois, de 11 mois, sauf pour les magasins. Il n'y a pas de porte, il crée des... J'ai quand même posé la question à quelques personnes aujourd'hui pour me renseigner justement sur ces règles-là. Et il y en a beaucoup qui disent qu'on leur demande 5 mois de caution, oui, 5 mois, oui. 3 mois et 3 mois d'avance ou 4 mois d'avance. Donc ça fait au total 8 à 9 mois de loyer qu'il faut payer à l'avance. Beaucoup. C'était pour des maisons ou pour des magasins? Pour des maisons, pour des appartements. Bon, après, donc, oui, effectivement, je connais quelqu'un qui est dans, tu sais, ce qu'on appelle les psychobois.
Voilà, où ils payent la maison, je crois, à 15 000, 20 000 francs. À ce Ah non, niveau-là, moi, des fois, ils demandent beaucoup de Moi, je parle de mois loyer avant. à 150 000 francs CFA. Hein. C'est pas des petites sommes, quoi. Ouais, mais quand même, Donc, faut pour dire le Ivoirien que... En moyen... tout cas, il y a de l'abus dans le secteur, c'est clair. Oui, qu'il faut, c'est de l'abus, on le voit bien dans le dossier, c'est que les gens sont un peu tirés par-ci, par-là, parce qu'ils ont besoin, c'est un besoin. Il faut bien loger les familles, il faut bien avoir un toit pour s'abriter, et justement, souvent, les propriétaires l'ont bien compris. C'est au prix de nombreux compromis, souvent, à votre corps défendant, vous acceptez des conditions. Exactement. Parce que vous n'avez pas le choix. De toutes les façons, on Exactement. va peut-être pas exagérer, enfin, je dirais pas exagérer parce que je connais pas les réalités des uns et des autres, mais en tout cas, de ce que je sais et de sources très sûres, c'est minimum 5 mois. Depuis que cette loi même a été votée et que la période même de mise à conformité était de 6 mois, qui est passée depuis longtemps, ça a toujours été 5 mois. Mais quand même, il faut noter que, au-delà du fait qu'il y a certains abus, il y a des sociétés immobilières, des agences immobilières, en tout cas respectables, qui veillent, qui bien sûr payent leurs impôts, qui veillent à respecter cette mesure. Moi, j'en ai Parce que moi, j'ai déménagé il y a conformité. moins d'un an. Je vous assure que j'ai payé 4 mois. Moi, je suis en 2 mois d'avance, 2 mois de 4 caution. mois, en tout cas, Oui, quand j'avais... alors effectivement, il y a quelques en 2019, je pense, juste après cette loi-là, j'avais payé 4 mois. Mais là, je suis en plein déménagement et on me demande 5 mois. Le 5e mois, là. Après, on aura l'occasion d'en parler. d'agence aussi, souvent. Exactement. Et puis, C'est un 5e mois qui n'est pas très légal. j'ai Parce que envie de je dire. veux comprendre c'est quoi le mois Alors, d'agence. Parce que on on dit a que un c'est- peu entendu dans le dossier quand même, justement on parlait de cette loi, mais on disait que certains ne respectaient pas cette loi et allaient même au-delà de ce qui est dit. Est-ce qu'il y a justement un organisme de contrôle qui vérifie tout ça? Alors, ça tombe bien que vous posiez Là, cette là, la question, question. posez-nous toutes ces questions, parce qu'on aura tout à l'heure, hein, dans un très court instant, avec nous personne sur ce... ressource. Exactement. Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il sera avec nous sur le plateau. On aura l'occasion de lui poser cette question-là. Et c'est vrai que je ne me fais pas l'avocat du diable. On voit souvent cet aspect, en tout cas cette problématique de logement du point de vue des locataires. Mais est-ce qu'on a les réalités également des bailleurs qui, bien sûr, ont acheté leurs biens immobiliers? On est dans un système de la loi d'offre et de la Au moment où je vous demande. dis qu'on va poser la question au ministre, là, vous ne me regardez pas pour dire ça suffit. On va attendre. on va le Non, faire. non, je ne vous permets pas. Merci, mesdames. Merci. Et nous le disions, notre invité du jour est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Monsieur Bruno Nabagné-Koné est sur le plateau du Live Talk. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation du Live Talk et d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, on a suivi un reportage tout à l'heure. Vous l'avez suivi avec nous. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire? Les Ivoiriens peinent-ils à trouver un logement? Non, j'ai pas tout entendu, mais ce que je peux dire très franchement, c'est que nous constatons effectivement en Côte d'Ivoire aujourd'hui un gros déficit au plan du logement. Ce déficit, aujourd'hui, nous l'estimons à 500, 600 000 logements. Donc forcément, il y a une pression du fait qu'on a une offre qui est insuffisante, une demande qui est forte. Donc, comme sur tout marché, il y a une spéculation qui est faite et qui malheureusement concourt aujourd'hui à toutes ces réactions. Avoir des prix qui sont jugés élevés et des conditions qui sont jugées effectivement plus difficiles. Au cours de cette émission, en tout cas pour cet entretien, on aura l'occasion de donner certains détails. Alors ma première question, monsieur, c'est pas la première, c'est la deuxième, monsieur le ministre, c'est concernant le permis de construire. Parce que cette première partie d'émission donc sera consacrée à la construction en Côte d'Ivoire. À quel moment l'usager peut-il exiger ou doit-il exiger un permis de construire? J'espère qu'on reviendra tout à l'heure sur les loyers. Je vous promets, je vous en fais la promesse. Non, parce que j'ai juste fait le constat, mais je n'ai pas donné mon opinion. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez, le permis de construire, il se demande, j'allais dire naturellement, au moment où il devrait se demander. Je vais dire des choses qui paraissent des banalités, mais c'est normal que ça se passe comme ça. Quand on n'est pas propriétaire d'un terrain, on ne construit pas sur ce terrain-là. Et avant d'être propriétaire d'un terrain, il y a une démarche. Il y a une démarche en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a 3 documents qui sont reconnus par l'administration ivoirienne qui permettent de dire que vous êtes propriétaire d'un terrain. C'est l'ACD aujourd'hui, donc l'arrêté de concession définitive. C'est l'ACD aujourd'hui, mais il y a quelques décennies, il y avait également un ACD qui continue d'être reconnu. Il y a ce qui s'appelle le CPF, le certificat de propriété foncière, et il y a le CMPF, le certificat de mutation de propriété foncière. Voilà les 3 seuls documents qui permettent de dire aujourd'hui que vous êtes propriétaire.
Aujourd'hui, nous sommes surpris de voir des gens qui construisent sans être propriétaires, sans avoir la preuve, ou sans donner la preuve qu'ils sont propriétaires du terrain sur lequel ils sont en train de bâtir. C'est un risque que nous considérons comme inconsidéré. Donc c'est la première étape, c'est celle-là. Cherchez, vous assurer que vous êtes bien propriétaire. Une fois que vous en êtes assuré, il faut recourir à un professionnel, donc à un architecte en l'occurrence, qui va vous dire plus ou moins par rapport à ce que vous lui demandez, plus ou moins il vous fera des propositions par rapport au standing. Est-ce que c'est plein pied, est-ce que c'est un duplex, est-ce que c'est un immeuble de bureau, d'habitation, le type d'habitation que vous souhaitez, 4 chambres, 2 chambres, 1 chambre, enfin bon. Donc en fonction de tout ça, l'architecte vous propose un plan et ensuite l'architecte fait la démarche vis-à-vis du guichet unique du permis de construire, donc pour vous permettre d'avoir l'autorisation de construire. Cette autorisation de construire, en réalité, c'est pour l'État, pour l'administration, l'occasion de faire en sorte que vous soyez conforme au plan des règles d'urbanisme, que vous soyez conforme au plan des règles d'architecture, que vous soyez conforme justement pour tout ce qui est règles de construction. Donc éviter que vous mettiez en risque ceux qui vont construire, éviter que vous mettiez en risque ceux qui vont habiter plus tard la maison. Donc on vous délivre un permis de construire. Et c'est seulement après cela que vous commencez à construire. Et aujourd'hui, ce qui a été introduit dans les derniers textes, c'est un cabinet conseil, un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle. Tout cela pour permettre que la construction se fasse en toute sécurité, avec toutes les normes techniques, parce que c'est de l'ingénierie, c'est des calculs de structure, il faut que le bâti soit solide, suffisamment solide, etc. Donc il y a des calculs que tout le monde ne sait pas faire. De qualité soit utilisé. Et nous nous assurons aujourd'hui, à la fin du processus, que la construction est bien conforme au plan que vous avez présenté au départ. Donc tout cela, c'est des innovations qui arrivent et qui, selon nous, vont permettre progressivement de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Alors, Sophia. Monsieur le ministre, je sais, je ressemble à Rayana. Monsieur le ministre, alors, en parlant de normes, quels sont les mécanismes de contrôle des matériaux que vous utilisez pour la construction, qu'on peut utiliser pour la construction d'un édifice en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, pour être simple dans ma réponse, c'est le ministère du Commerce qui établit les normes. Vous savez qu'il y a un organisme national qui est Codinorme, donc qui permet de dire pour tout ce qui est vendu sur le marché ivoirien, voilà les normes à respecter. Au niveau de la construction, évidemment, il y a des normes qui sont internationales, qui sont établies au plan international, donc que nous avons adoptées et que le ministère du Commerce s'efforce de faire appliquer. Mais parce qu'on n'est pas tous des techniciens, on n'est pas tous ingénieurs, c'est pour cela qu'il faut recourir à un architecte, premièrement, et ensuite à un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle qui, lui, connaît les normes. Donc, va s'assurer que les matériaux que vous utilisez sont les bons matériaux. Juste. Et que la construction est faite conformément aux règles d'ingénierie, etc. Et justement, et pour vous, quel est votre avis sur les nouveaux procédés de construction qui font leur preuve ailleurs, par exemple? Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un procédé qui s'appelle TerraLite, qui est un système de construction fait entièrement en Afrique subsaharienne, de murs de cloisons et de panneaux de ciment ou de plâtre. Donc ça coûte beaucoup moins cher à la production, par exemple, que du placo-plâtre. Et c'est pas importé de très loin. Qu'est-ce que vous pensez de ce type les méthodes de construction n'influencent pas forcément la sécurité. Bien au contraire, souvent, ces méthodes nouvelles apportent davantage de sécurité, apportent souvent au plan environnemental, parce qu'elles protègent mieux contre la chaleur, contre le froid, etc. Elles facilitent la construction, elles permettent d'aller beaucoup plus vite. Dans beaucoup de cas, effectivement, elles sont moins chères. Donc, vu comme ça, oui, nous sommes tout à fait ouverts à ce type de matériaux. Il y a également des matériaux locaux. N'oublions pas qu'il y a des matériaux locaux qui ont, par exemple, les géobétons qui ont été utilisés à un certain moment ici. Et dites-vous. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure à plusieurs reprises d'architecte, de l'intervention d'un architecte dans le processus. Est-ce que dans le code de construction, il existe une disposition qui rend obligatoire l'intervention d'un architecte dans le processus, que ce soit d'une maison basse ou d'un immeuble? Je vous le dis très clairement, aujourd'hui c'est une obligation. C'est une obligation. Le code de la construction et de l'habitat est relativement récent, donc nous ne sommes pas encore au stade
aujourd'hui de commencer à sanctionner fortement, mais c'est aujourd'hui une obligation de recourir à un architecte. Pour toute construction en milieu urbain, j'insiste là-dessus, quand vous avez une superficie qui est supérieure à une certaine taille qu'on a arrêtée aujourd'hui à 50 mètres carrés, et que vous avez une construction dont le coût va dépasser 6 millions de francs CFA. Bon, donc les bases sont là. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes négocié avec l'ordre des architectes pour faire en sorte que pour les constructions dont le coût n'est pas très élevé, donc jusqu'à 10 millions de francs CFA, qu'un forfait seulement puisse être payé par celui qui construit. Donc ça permet de construire en sécurité, d'avoir les services de l'architecte sans toutes les contraintes que cela représente. Mais comment vous assurez de l'effectivité, surtout de la sensibilisation auprès des populations? Parce que si la personne n'est pas informée, elle se dit que je fais appel à un contremaître, un maçon sur le côté, et il me fait mon travail. Nous sommes sur votre plateau justement pour cela. Donc nous commençons à communiquer sur cela, mais mes collaborateurs aussi. À quel moment la phase de coercition va démarrer? Nous pensons dans les prochains mois. Bon, je n'ai pas envie de donner une date précise. La sensibilisation. Voilà, on commence par la sensibilisation. Nous commençons par informer la population de ce qu'il y a dans les dispositifs qui ont été récemment mis en place. Nous avons un code de la construction et de l'habitat, c'est important de le dire. Nous avons également un code de l'urbanisme et du foncier qui vient d'être adopté. Nous avons d'autres textes qui aujourd'hui renforcent justement tout cela et permettent en principe aux Ivoiriens d'être plus en sécurité dans leur maison et d'avoir un environnement plus agréable aussi, parce que c'est l'un des objectifs des règles d'urbanisme. Vous le disiez, Monsieur le ministre, il y a des règles, et je pense que votre présence sur ce plateau est également importante parce qu'on souhaite expliquer aux Ivoiriens le respect de ces règles-là, parce que souvent elles sont foulées aux pieds parce qu'elles ne sont pas connues ou peu connues, ou les gens ils en font fi. Bon, moi je veux par exemple construire un immeuble. Voilà, je m'appelle Brice, je veux construire un immeuble. Est-ce qu'il existe des règles de façon succincte qu'on peut résumer ici pour nos téléspectateurs à respecter dans la construction d'un immeuble particulièrement? La première chose, je l'indiquais tout à l'heure, commencez par vous assurer que la parcelle sur laquelle vous allez construire vous appartient. C'est la première chose. Et c'est basique, mais encore une fois, nous avons tellement de cas de litiges aujourd'hui que je suis obligé d'insister là-dessus. Ça devrait s'entendre tout seul. Donc ne construisez pas tant que vous n'avez pas la preuve que la parcelle vous appartient. Ensuite, pour faire simple, ayez recours à un spécialiste. Nous ne savons pas tout faire. Quand votre véhicule est en panne, vous allez voir un mécanicien. Vous ne cherchez pas à bricoler vous-même. Donc c'est la même chose pour la construction. Il y a des spécialistes, c'est d'abord l'architecte qui va vous aider, qui va vous guider, qui va faire les plans. Et ensuite, selon la complexité du bâti, on a recours à un bureau d'études, on a recours à un ingénieur conseil qui, lui, peut vous permettre d'avoir un bâtiment en parfaite sécurité, etc. Bon, donc tous les calculs sont faits par l'architecte, ensuite validés et mis en œuvre par le bureau d'études. Le bureau d'études ou l'ingénieur conseil va s'assurer que le personnel qui est recruté est du personnel suffisamment qualifié pour vous permettre de réaliser l'immeuble que vous voulez faire, parce qu'un immeuble R+1, ce n'est pas la même complexité qu'un immeuble R+6 ou R+20 ou R+50. Donc selon la complexité de l'immeuble, l'architecte vous conseillera, le bureau de contrôle fera son travail, l'ingénieur conseil également vous conseillera. Donc il y a tout un dispositif, mais en cette matière, franchement, arrêtons d'improviser. Il y a des spécialistes, suivons-les et écoutons-les. On va retenir la phrase, arrêtons d'improviser. On va passer à nos taxes, Monsieur le ministre. On va aborder la question de l'urbanisme. Et noter que le dernier plan directeur de la ville d'Abidjan, adopté le 9 mars 2016, définit l'occupation des sols du Grand Abidjan à l'horizon 2030. C'est une occupation des sols donc, qui répond à des règles. Est-ce qu'on peut les connaître un tout petit peu? Bon, les règles, c'est premièrement de dire, concernant le Grand Abidjan, qui a aujourd'hui une zone qui a été définie, qui est la zone d'aménagement différé, donc qui permet d'anticiper sur l'évolution de la ville d'Abidjan. Notre rôle en matière d'urbanisme, c'est de contrôler l'existant, c'est de nous assurer que les choses se font dans les règles de l'art, mais c'est également de prévoir. C'est ce qui nous a manqué. Ouais. Un peu sur les 20 dernières années, les prévisions n'ont pas été correctement faites et nous nous retrouvons aujourd'hui à rattraper beaucoup de choses qui auraient été faites normalement et naturellement.
Donc aujourd'hui, nous avons anticipé et nous avons déjà ce schéma directeur du Grand Abidjan qui part grosso modo de Jacquesville jusqu'à Bonois, d'Abidjan jusqu'à Alépé à peu près. Donc ça vous donne à peu près la zone. Et dans cette zone, nous avons défini des règles. Des règles qui permettent d'éviter une occupation anarchique, une occupation qui se ferait au détriment des évolutions qui sont prévues de la ville d'Abidjan. Ensuite, pour ce qui est de l'implantation dans la ville d'Abidjan, il y a, au-delà en dessous des schémas directeurs, il y a un plan directeur d'urbanisme directeur de la ville d'Abidjan, donc qui permet de dire où est-ce que les voies passent, les grandes voies de circulation, les équipements publics, où est-ce qu'ils sont installés, dans tel ou tel quartier, quelles sont les règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme, c'est on peut construire jusqu'à quel niveau, les reculs par rapport à la voie, le type de construction qu'il faut réaliser, la superficie des parcelles, etc. Donc il y a ce minimum de choses qu'il faut savoir et qui permettent, quand c'est bien appliqué, d'avoir un environnement qui est agréable, un environnement qui est plus sain, un environnement dans lequel on se sent mieux. On va dans certains pays, on est ébahi par la beauté du cadre dans lequel on est, mais c'est parce qu'il y a des règles d'urbanisme qui sont respectées. Quand elles sont pas Il faut faire la même chose ici. Quand elles ne sont pas respectées, Monsieur le ministre, à quel moment vous intervenez et comment vous intervenez? Nous intervenons difficilement, parce que je vous l'ai dit, il y a eu 20 ans, grosso modo, où les règles, malheureusement, ont échappé à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous intervenons beaucoup par rattrapage. Vous avez vu des voies qu'on est obligé de forcer, d'ouvrir en 2 fois 2 voies, alors que, par exemple, l'emprise était prévue et que l'emprise a été ramenée à une fois 2 voies. Bon, donc, ça nous pousse forcément à faire de la casse, à gauche ou à droite, ou à faire des voies qui ne respectent pas totalement les règles de l'art. Nous sommes obligés aujourd'hui d'implanter des établissements scolaires plus loin que prévu, parce qu'il faut savoir qu'une école primaire, c'est en fonction du nombre de maisons et du nombre d'habitations autour, pour éviter que les enfants aillent trop loin. Un collège, c'est la même chose, un marché, c'est la même chose, mais quand vous avez raté tout ça, et que les gens ont construit, vous n'allez pas vous mettre à détruire tout cela. Donc nous sommes obligés de faire avec. Mais en même temps, nous essayons de protéger ce qui peut l'être encore. Donc là où, par exemple, nous avons encore des espaces verts non occupés, ou même quand c'est occupé de façon anarchique et qu'on peut encore déguerpir la personne et revenir à la mission initiale de la parcelle, nous le faisons. Nous le faisons. Donc nous le faisons pour les espaces verts, nous le faisons pour les équipements publics, nous le faisons pour les ouvertures de voies. Mais encore une fois, l'urbanisme, c'est tout le monde. C'est bien noté. C'est pas que l'État. Exactement. L'État fera son travail, mais il ça va être la question à qui la faute, mais bon, je la garde pour la fin. C'est tout le monde. Ça, je crois que j'ai une question pour vous, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, moi, je vous ai entendu revenir très souvent sur le fait que, il y a le guichet unique qui permet d'avoir toutes les autorisations, notamment pour ce qui concerne la construction. Pour ce qui concerne la construction, permettez-moi de revenir dessus. De toute façon, comme Brice nous l'a indiqué, la répétition est pédagogique. Bien sûr. Pour les Ivoiriens qui nous regardent. Vous nous avez dit également, arrêtons d'improviser. Vous nous avez dit que certaines personnes construisent sans être propriétaires. Justement, ces documents qui vous permettent d'être propriétaire comme l'ACD, certains Ivoiriens se plaignent de la lenteur, en fait, avant d'avoir accès à ces papiers-là. Donc moi, j'ai un terrain aujourd'hui, je cherche à avoir un ACD, ça me met 5 mois, 6 mois avant de l'avoir. J'ai les moyens pour construire, j'ai peut-être des contraintes de temps, je vais peut-être y aller. C'est une erreur. C'est peut-être c'est une erreur. Je préfère le dire de cette façon, de façon cash. C'est une erreur. Et la lenteur, il faut éviter. Maintenant, la lenteur, vous avez dit, certains Ivoiriens se plaignent. Bon, j'aurais préféré que vous utilisiez le passé ou l'imparfait, mais bon, peu importe. Il y a eu beaucoup de plaintes par le passé. Nous le reconnaissons. Il y a eu beaucoup d'insuffisances par le passé. Je l'ai toujours reconnu. Mais notre mission a été justement d'essayer de comprendre ce qui a expliqué ces lenteurs-là par le passé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment compris la situation et surtout, nous avons suffisamment mis de l'ordre dans la maison, dans les procédures, dans les process, dans la gestion interne, etc., pour commencer à arriver à des résultats qui, de mon point de vue, sont satisfaisants. Je suis venu avec justement quelques chiffres pour vous permettre de voir, de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Sur les 5 dernières années, pour ce qui concerne la ville d'Abidjan, donc les ACD signés par le ministre,
nous avions une moyenne de 5 361 par an. En 2019, nous en avons signé 6 657. Et à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire au 10 août, nous sommes à 10 267 ACD signés. Donc, en nous projetant sur la fin de l'année, nous serons à 17 000 ACD signés, c'est-à-dire que nous serons passés de 5 300 à 17 000 ACD signés sur la ville d'Abidjan. Au niveau national, nous étions à une moyenne de 10 700 ACD signés. En 2019, nous en avons signé 16 000, donc nous étions déjà dans cette phase de progression. En 2020, au 10 août, nous sommes déjà à 17 000 ACD signés au niveau national. Donc, en nous projetant sur la fin de l'année, nous serons à 30 000 ACD signés. Donc, nous avons multiplié par 3 pratiquement le nombre d'ACD. Aujourd'hui, nous avons réduit les délais de signature des ACD de 3 mois à 6 mois pour les cas non complexes. Mais 3 mois à 6 mois qui continuent malheureusement de se justifier parce que la prochaine étape pour nous, ça va être justement de dématérialiser complètement ces process-là. Ça, c'est la prochaine étape. Mais tant que nous n'y sommes pas, nous sommes obligés de faire avec les insuffisances du passé. Et dans ces insuffisances, il y a malheureusement le fait que la presque totalité de nos archives était manuelle. Le process était manuel. C'est des questions extrêmement délicates, extrêmement difficiles, extrêmement sensibles, qui peuvent mettre le feu aux poudres partout. Donc sur lesquelles nous sommes obligés d'être extrêmement regardants, et cela prend du temps quand on gère ces choses-là manuellement. Donc la prochaine étape, ce sera de dématérialiser complètement le process. Et ça, c'est prévu pour quand? Nous sommes déjà dedans. Okay. Nous avons commencé par des textes. Si vous avez fait attention à notre travail, nous avons aujourd'hui ce qui s'appelle l'identifiant unique des parcelles. Donc aujourd'hui, c'est un cadastrage qui va être fait sur l'ensemble du territoire national. Nous avons aujourd'hui un référentiel géodésique unique qui permet à tous les acteurs de parler le même langage, ce qui n'était pas le cas par le passé. Nous sommes en train de mettre en place un système d'information géographique avec un cadastre réel, donc avec photographie aérienne. Donc tout cela mis ensemble, ça va permettre demain, quand une transaction voudra se faire, de le faire en quelques jours. Bon, et nous sommes confiants, nous allons y arriver. On devait d'ailleurs démarrer tout cela au mois de mars, quand il y a eu malheureusement la Covid et la crise sanitaire qui nous a empêchés. Mais bon, on espère assez rapidement reprendre parce que nous le faisons avec des partenaires qui étaient attendus de l'extérieur et qui n'ont malheureusement pas pu aider. On essaie de vous poser des questions sur ce que les Ivoiriens se posent comme question à la maison. On est la télé sans filtre, hein, vous comprendrez qu'on sera très direct. Sur la question du logement, parce qu'il faut qu'on en parle, rappelons que le gouvernement a lancé le 28 mars 2013 l'opération 60 000 logements sociaux pour faire face à la crise du logement. Il était donc prévu 50 000 logements à Abidjan et 10 000 logements à l'intérieur du pays. Monsieur le ministre, combien de logements sont finalement sortis de terre? La question souvent est posée comme ça. Donc quand elle est posée comme ça, personnellement j'y réponds là aussi directement. Aujourd'hui nous sommes à un peu moins de 20 000 logements construits. Entre 15 000 et 20 000 logements parce que tous les jours ils sont construits. Entre 15 000 et 20 000 logements. Mais le plus important pour nous, c'est au-delà du nombre de logements construits, tout ce qui a été mis en place et qui n'est pas négligeable en réalité. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a réservé plus de 1000 hectares. 1000 hectares qui demain vont être affectés à la construction de logements. Aujourd'hui, nous avons une demande qui est relativement forte. Nous avons encore 30 000 demandeurs à peu près de logements. Donc il y a une prise de conscience des Ivoiriens qui souhaitent habiter mieux, qui souhaitent un meilleur logement. Nous avons assoupli les conditions. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, nous avons commencé à lancer des projets en location-vente plutôt. Donc les conditions sont plus assouplies. Nous avons travaillé à réduire le taux d'intérêt. Aujourd'hui, avec le CDMH, on peut descendre jusqu'à 5,5%. Nous avons allongé les durées. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'établissements bancaires qui font des durées au-delà de 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons accordé plus de 300 milliards de francs CFA d'exonération, qui permettent aux promoteurs d'immobilier aujourd'hui de réaliser ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc, je peux continuer comme ça sur le nombre de choses qui sont faites, et qui sont des actifs en réalité,
dans la mise en œuvre de ce projet-là et qui ne sont pas négligeables. Mais monsieur le ministre, on dit, ça a été annoncé, est-ce que ce n'était pas juste un effet d'annonce? Aujourd'hui, on attendait un certain nombre de logements. On se rend compte que... On continue. Il y a eu des faiblesses, nous l'avons reconnu. Personnellement, je suis intervenu plusieurs fois pour dire, voilà le nombre réel de logements construits et voilà les insuffisances qu'il y a eu. Dans ces insuffisances, il y avait le mode de sélection à l'époque des promoteurs qui ont été choisis. Et il se trouve que la majorité d'entre eux, en réalité, n'étaient pas en capacité de réaliser un projet comme celui-là. On l'a reconnu. Aujourd'hui, nous faisons appel à des promoteurs internationaux. Et je ne m'en cache pas, bien au contraire. Nous avons signé aujourd'hui des conventions qui nous permettent d'avoir aujourd'hui dans notre back-office plus de 200 000 logements. 200 000 logements donc avec des promoteurs chinois, avec des promoteurs indonésiens, avec des promoteurs turcs, des promoteurs marocains. Et quelques promoteurs ivoiriens. Et quelques promoteurs ivoiriens. C'est notre souhait d'avoir le maximum de promoteurs ivoiriens. Et au contraire, nous recommandons aux promoteurs ivoiriens qui ne sont pas en capacité de réaliser ce type de logement de s'associer à des promoteurs internationaux. Il n'y a pas de complexe à avoir. Donc il faut qu'ils s'associent. Parce qu'aujourd'hui, nous, compte tenu du retard que le projet a pris, nous privilégions la vitesse. Notre ambition aujourd'hui, c'est de réaliser 10 000, 20 000, 30 000 logements par an. De façon à rattraper rapidement le gros retard qui a été accusé. Mais monsieur le ministre, parlant de logements sociaux et surtout de promoteurs immobiliers, en 2018, on a eu le cas de l'affaire McGill Construction avec le scandale sur les logements sociaux. Comment, au niveau du ministère, vous assurez que, au niveau des victimes, en tout cas de ces promoteurs véreux, comment vous assurez que ces victimes sont dédommagées? Qu'est-ce que vous prévoyez en fait pour éviter qu'il y ait des failles dans le système? J'avoue, je ne souhaitais pas intervenir sur des cas particuliers, mais ce que je peux dire qui concerne l'ensemble des promoteurs, c'est qu'il a été mis en place un mécanisme qui, en principe, sécurise complètement les avoirs des acquéreurs. Oui. C'est le mécanisme du compte séquestre. Donc ces comptes sont créés, l'acquéreur paye à une banque, les fonds sont séquestrés, donc ne sont pas mis à la disposition du promoteur, et les fonds ne sont libérés au promoteur qu'au fur et à mesure de la réalisation des logements. Okay. Donc de cette façon, nous sommes aujourd'hui en mesure de rembourser 100%, et je l'ai dit de façon très sûre, nous sommes aujourd'hui en mesure de rembourser 100% des acquéreurs qui ont payé des avances donc pour acquérir un logement et qui souhaitent se retirer. Où nous sommes en mesure de fournir, de livrer, le moment venu, 100% des logements prévus. Bon, ça a pris du temps, je l'ai reconnu tout à l'heure. Nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour accélérer la marche. J'espère qu'on y arrivera. Maintenant, si certains, et c'est déjà le cas, certains souhaitent être remboursés parce qu'ils ont attendu trop longtemps, nous les remboursons. Il y a eu des difficultés qui étaient liées principalement à une banque, la BHCI, quand elle avait ses difficultés internes. Aujourd'hui, les choses sont plus ou moins réglées, mais c'est le seul cas qui nous a posé problème jusqu'à présent. Donc, dans tous les autres cas, quand l'acquéreur souhaite être remboursé, nous, sur la base justement des mécanismes mis en place de gestion des comptes séquestres, nous sommes tout à fait en mesure de rembourser. L'acquéreur se dirige au niveau du ministère pour... Il écrit au ministère ou il écrit à son promoteur qui nous avise et il y a une procédure qui est mise en place pour aller jusqu'à son remboursement. Alors, on va continuer, Monsieur le ministre, sur les logements sociaux. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des insuffisances au niveau du ministère. On apprend aujourd'hui que le nouvel objectif du gouvernement est d'arriver à produire 150 000 logements d'ici 2025. Donc c'est dans 5 ans. Est-ce que vous pensez que cette période est assez adéquate pour réaliser ce projet? Tout à fait. Je dirais, en réalité, nous nous sommes donné l'intervalle le plus long possible en considérant les difficultés que le projet a connu jusqu'à maintenant. Mais je vous ai parlé tout à l'heure d'accélération. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avions déjà dans notre portefeuille à peu près 200 000 offres, 200 000 offres pour lesquelles des conventions ont été signées. Bon, mais une convention signée, c'est d'autres actions derrière. Donc, il y a un protocole à signer avec le ministère, par exemple, du budget, pour tout ce qui est défiscalisation. Il faut sécuriser le foncier. Dans la plupart des cas, ce sont des usines
qui sont à construire, parce que ce n'est plus de la construction brique par brique, c'est de la construction industrielle. Donc nous sommes sur un projet qui est un projet au long cours, mais une fois qu'il va démarrer, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de disposer de promoteurs de très grande capacité. Avec la crise sanitaire, justement, et les soucis qu'on a de faire rentrer, que ce soit des personnes ou du matériel dans le pays, est-ce que vous pensez justement que ce temps-là sera le temps adéquat? Est-ce que ça sera vraiment réalisable? Parce que là, on a déjà pris beaucoup de retard. 2025, encore une fois, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme information, par rapport aux leçons qui ont été tirées des échecs du passé, nous sommes tout à fait en mesure de tenir cet engagement. On va noter ça. Voilà. Voici, il a une question, elle m'a dit, si vous ne posez pas la question au ministre, c'est que c'est pas la peine d'avoir dessus. D'autant plus que le ministre a souhaité revenir sur cette question en table d'émission. Donc, vu que nous sommes sur le logement, on va vous parler de cette fameuse loi qui a été adoptée depuis 2018 en ce qui concerne le bail à usage d'habitation. Est-ce que vous pensez qu'elle est appliquée sur le terrain, monsieur le ministre? Elle est appliquée. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais aujourd'hui, elle est appliquée. Il y a 2-3 éléments qui nous permettent de voir qu'elle est effectivement appliquée sur le terrain. Au début, disons il y a 6 mois, nous étions à une moyenne d'au moins 150 appels tous les mois, donc de plaintes de locataires, etc. Aujourd'hui, nous en avons à peine une quinzaine. Bon, et même quand ils appellent et qu'on essaie de comprendre, en réalité, le problème n'est pas aussi compliqué. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport aux frais d'agence. Les frais d'agence, nous estimons, qu'il s'agit d'un contrat libre, d'un contrat commercial entre le bailleur et l'agence, ou entre le locataire et l'agence, peu importe. Nous ne souhaitons pas entrer dans la gestion de cela. Du mois d'agence. Ok, d'accord. Du mois d'agence, nous estimons que c'est... donc, c'est bien 4 mois, c'est-à-dire 2 mois de loyer d'avance et 2 mois de caution. Aujourd'hui, la plupart des gens respectent parfaitement les 2 mois et 2 mois. Sinon, vous connaissez la sanction, c'est 300% du montant indûment perçu. Alors, monsieur le ministre, par le bailleur. Qu'est-ce que je fais? Si je suis victime de plus de 4 mois, qu'est-ce que je fais? On va terminer avec ça. Beaucoup de gens, malheureusement, nous posent la question, mais n'ont pas la capacité de nous donner la preuve qu'elles sont victimes. Tout simplement parce qu'elles ont peur de signer un contrat qui fait ressortir 3 mois, 4 mois, 6 mois. Si vous avez payé 6 mois, mais mettez-le dans le contrat. Ce sera la preuve avec laquelle nous allons nous sanctionner le bailleur. Si M. Kouachi est victime, dans beaucoup de cas. Il s'adresse à qui? Il s'adresse, le numéro vert. Le numéro vert, c'est le 1378. Le numéro vert du ministère, c'est le 1378. Vous pouvez nous contacter également par mail, par courrier, comme vous voulez. Mais nous sommes totalement ouverts et nous aidons à régler les problèmes autant que possible. Et nous facilitons la chose. Bientôt, vous allez voir dans le commerce le contrat type que nous avions promis, qui a mis un peu de temps justement à cause de la situation dans laquelle nous sommes. Mais aujourd'hui, nous avons les exemplaires qui sont là. Merci. Nous allons le mettre sur le marché. Le contrat type, il contient la loi. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas outrepasser la loi quand on a signé tous les deux ce contrat type-là. Monsieur le ministre. C'est bien 2 mois, c'est bien 2 mois. On peut vous contacter également sur Twitter? Oui, bien sûr. Bon, on termine là-dessus. Monsieur le ministre, nous avons été très ravis d'avoir été. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce rendez-vous. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. C'est allé très vite. Oui. J'espère avoir une autre occasion de avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, téléspectateurs. C'est ici qu'on va marquer notre pied-à-terre pour ce rendez-vous entamé à 20h. On vous retrouvera demain sur ce même plateau-là avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de questions pour nos invités. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous.